Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Agnès Trouche, je suis interne de médecine générale en 3e semestre à Nantes. Je suis aussi première vice-présidente de l'ISNAR-IMG. J'ai pour seul lien d'intérêt pour cette boîte à outils mon engagement syndical au sein de ce bureau national. Je ne reçois pas de financement privé pour la présentation de cette session. Au cours de notre internat, et plus tard, au cours de notre vie professionnelle, que nous travaillons à l'hôpital, en cabinet libéral, en EHPAD, nous, médecins généralistes, sommes amenés à prendre en charge toute une population de patients et patientes âgés, à risque de perte d'autonomie, qu'elle soit physique ou psychique. Cette perte d'autonomie, par définition, rend donc le ou la patiente dépendante de l'aide et de la présence d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne, notamment de ses aidants familiaux et des personnes soignantes. Un rapport de la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, datant de 2020, rapporte qu'un senior sur 5 vivant à domicile reçoit une aide régulière. Parmi ceux-ci, la moitié sont aidés par des professionnels. Cette relation de dépendance et de soins peut être le théâtre de différents types de maltraitance, bien souvent involontaires, par ces personnes soignantes ou bien en lien à l'épuisement des aidants. Ces situations de confrontation à des maltraitances peuvent soulever des questionnements multiples dont les réponses peuvent s'inscrire dans une réflexion éthique pour les professionnels de santé. Dans ce contexte, un travail préliminaire à une stratégie de lutte contre les maltraitances a été lancé en 2022 par le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Plusieurs instances ont été saisies par le ministère afin de travailler sur la prévention des situations de maltraitance. Des experts ont également été entendus afin de rendre un rapport des états généraux des maltraitances en octobre 2023. Ces propositions devraient servir de base au socle de la stratégie de lutte contre les maltraitances qui était attendue en 2023, mais qui a été repoussée à plusieurs reprises. À suivre. En l'absence d'enseignement dédié au cours de notre cursus de professionnels de santé, il semble être d'une importance capitale de s'informer afin de pouvoir dépister, prendre en charge et prévenir ces maltraitances. Pour décrypter ce sujet, présenter la situation et discuter des moyens à notre disposition, je suis accompagnée de 2 intervenants que je remercie chaleureusement d'avoir répondu présent. Je vais les laisser se présenter à tour de rôle avant d'entrer dans le vif du sujet. Agnès, merci beaucoup. Merci à votre représentante de nous permettre d'échanger avec vous, effectivement. Alors moi, en ce qui me concerne, je m'appelle Philippe Chassagne, je suis PUPH dans la faculté de médecine de Rouen et je suis responsable d'un service de gériatrie et de l'organisation gériatrique au sein du CHU. Et donc, évidemment, sur les mots-clés qui figurent sur votre diapositive de titre, j'en maîtrise plutôt assez quotidiennement, la perte d'autonomie, les maltraitances. On va voir que ce n'est pas si facile que ça de ne pas passer à côté ou de ne pas non plus déclencher des choses aux conséquences dramatiques pour nos aînés. Merci encore de votre présentation, de votre organisation et de votre réunion. Bonjour, je m'appelle Pierre Tchernikov, je suis retraité comme vous pouvez l'imaginer et je suis invité ici comme bénévole d'une association qui s'appelle ALMA, qui intervient dans cette région, dans le département de Seine-Maritime et de l'Eure, et qui fait partie d'une fédération nationale dont peut-être on aura l'occasion de parler dans les échanges entre nous.
Je précise, puisque c'était la demande d'Agnès, que je n'ai pas été rémunéré pour dire quoi que ce soit dans cette réunion. Je n'ai pas non plus été rémunéré pour taire quoi que ce soit. Et donc, entre les deux, je vais essayer de naviguer. Une petite zappette. Voilà. Donc, cette introduction sur la thématique des maltraitances, qui va précéder l'intervention de Philippe. Vous voyez que le point important de cette diapositive, c'est le S de maltraitance. Je voudrais essayer de vous convaincre que derrière ce mot-clé sont regroupées un grand nombre de situations assez diverses, qui ont des modalités différentes, qui ont des mécanismes différents et surtout qui ont des causes différentes. Et donc, vous ne serez pas étonné qu'à un moment ou à un autre, on ait besoin de faire des diagnostics de maltraitance pour savoir qu'est-ce qu'on a sous les yeux, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, le deuxième point important, c'est que vous, futurs généralistes, vous avez quelque chose à voir avec ça, vous avez quelque chose à y faire, et c'est sûrement regrettable que ce point ne figure pas dans le cursus d'un futur médecin, quelle que soit la spécialité qu'il exerce, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres professions de santé. Alors, pour commencer, un petit mot sur les maltraitances. Ce mot valise, dont je vous ai dit qu'il regroupe des choses assez différentes, c'est un mot qui a fait l'objet d'une définition qui est rentrée dans la loi récemment, au début de l'année 2022. Et dans cette définition, que je ne vais pas vous lire in extenso, vous la trouverez très facilement, il y a 3 idées. La première idée, c'est que qui dit maltraitance dit dégâts, dit dommages subis par une victime, avec une grande diversité de dommages. Ça peut être des dommages sur la santé, ça peut être des dommages sur les biens, ou ça peut être également le non-respect des droits des personnes. Deuxième idée de cette définition, c'est un point un peu nouveau, c'est que pour dire que quelqu'un est maltraité, il faut absolument qu'il s'agisse d'une personne dite en situation de vulnérabilité. Chaque mot compte, je vais y revenir dans un instant. C'est ça le point commun, c'est ça le socle de toutes les maltraitances. Ça ne touche que des personnes vulnérables. Entendez-moi bien, une femme qui est l'objet de violence, c'est pas mieux. C'est pas moins grave, mais c'est autre chose. Et puis il y a des femmes qui sont en situation de vulnérabilité, mais pas toutes. Troisième idée dans cette définition, c'est que ces faits interviennent dans un contexte relationnel particulier. Entre là où les personnes qui sont mises en cause dans les maltraitances, qui en sont quelque part directement ou indirectement responsables, et la personne qui est victime de ces maltraitances, il y a une relation particulière. Une relation qui peut être, et ça nous intéresse ici au plus près, une relation de soins ou une relation d'aide pour certains professionnels. Ça peut être également une relation d'autorité, pensez par exemple à l'école, l'autorité des enseignants ou des responsables d'établissement sur les élèves. Ça peut être une relation affective, peut-être on en dira un petit mot dans un contexte familial. Ça peut être une relation d'emprise ou encore d'autres formes de relations particulières. Alors, un petit zoom sur vulnérabilité, puisque c'est un mot nouveau dans ce contexte-là. C'est quoi une personne vulnérable? C'est une personne qui a du mal à se défendre toute seule lorsqu'elle doit faire face à une situation comportant une menace potentielle. On parle de situation de vulnérabilité et pas de vulnérabilité. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité, ça peut être le fait de caractéristiques de la personne elle-même. Par exemple, elle a un problème de santé, elle est atteinte d'un handicap. Je pense que Philippe Chassagne parlera sûrement de fragilité concernant les personnes âgées.
Si on s'intéresse aussi aux enfants, les enfants qui sont en phase de développement, qui d'ailleurs ne s'arrêtent pas à l'enfance, fait d'eux, du fait de ce développement inabouti, des personnes vulnérables. Ça peut être également des facteurs socio-économiques ou encore culturels. Mais si on dit situation de vulnérabilité, on veut dire quelque chose d'autre aussi, c'est que la vulnérabilité peut venir non pas de la personne elle-même, mais de l'environnement dans lequel elle vit. En particulier, une personne très isolée, qui est dépourvue de liens sociaux auxquels avoir recours en cas de besoin, ou une personne qui vit elle-même dans un environnement violent. Un point important, ce n'est pas Philippe Chassagne qui va me contredire, l'âge en soi n'est pas un facteur de vulnérabilité. Vous pouvez avoir 90 ans et péter la forme, et vous pouvez avoir 45 ans et être au bout du rouleau. Donc l'âge en soi ne suffit pas. C'est vrai que plus on est âgé, plus le risque d'être atteint par des problèmes de santé augmente, mais l'âge en soi n'est pas un critère suffisant. Ces maltraitances, cet ensemble de situations que je viens d'évoquer, peuvent s'inscrire dans des contextes extrêmement différents. C'est ça la diversité dont je vous parlais. Une partie de ces situations de maltraitance surviennent dans des établissements, soit pour des personnes qui sont soignées dans ces établissements, des patients, soit pour des personnes qui habitent dans des établissements, des résidents, d'établissements sociaux ou médico-sociaux. Et à ce moment-là, les interlocuteurs, c'est bien sûr la victime elle-même, quand elle est en état de se manifester, ce n'est pas toujours le cas. Les professionnels qui sont toujours aux premières loges, évidemment, de ces situations. Et puis les familles qui jouent un rôle parfois compliqué dans ces situations-là. Au contraire, d'autres situations de maltraitance surviennent à domicile, là où vivent les gens. Et là, il y a deux réalités complètement différentes. Sont les réalités dans lesquelles, d'une part, les personnes qui sont chez elles, notamment les personnes âgées, ont besoin, notamment du fait d'une situation de dépendance, d'aide ou de soins au quotidien. Et à ce moment-là, les maltraitances peuvent impliquer des professionnels de l'aide ou du soin qui vont à domicile intervenir pour ces activités. Mais il y a aussi à domicile, et c'est extrêmement fréquent, des situations de maltraitance où les professionnels n'ont rien à voir, mais où, entre conjoints, entre enfants et parents, entre petits-enfants et parents, entre voisins et personnes âgées vulnérables, il y a des relations compliquées, des situations de maltraitance qui sont d'un autre ordre, d'un autre mécanisme, et dont des professionnels peuvent être témoins. Ils ne sont pas impliqués eux-mêmes, ils ne sont pas mis en cause, mais ils peuvent voir des situations et repérer que quelque chose ne va pas. Quand on parle de maltraitance institutionnelle, c'est dans le titre de cette session, on veut dire qu'il s'agit de maltraitance impliquant des professionnels, soit, c'est presque toujours le cas lorsque les résidents ou les patients sont dans des établissements, soit lorsque des personnes vivent chez elles, mais sont l'objet d'aide ou de soins de la part de professionnels qui interviennent. J'ai dû apprendre la marche arrière, maintenant je vais apprendre la marche avant. Je vous ai parlé de cette diversité. Cette diversité, elle a fait l'objet de classifications internationales. Si vous avez entendu parler de maltraitance, vous êtes tombé sur cette description des maltraitances, dans lequel, que ce soit celle de l'OMS ou celle de l'ONU, on trouve des catégories qui sont assez diverses, des catégories qui sont définies, c'est celles qui sont le plus en vue, qui sont définies par les dommages causés. On parle de maltraitance physique, on parle de maltraitance psychologique, on parle de maltraitance sexuelle. Donc là, ce qu'on a en vue, c'est les dégâts sur la santé. D'autres formes de dégâts, c'est des dégâts, je vous l'ai dit rapidement, sur les biens, notamment sur les ressources et sur les droits.
Un petit mot à part pour les discriminations, peut-être on en parlera si ça vous intéresse. Une autre catégorie que vraiment on ne peut que trouver mal nommée, ce sont des maltraitances dites médicales. Alors je dis mal nommées parce que c'est pas fréquent que ce soit un médecin qui soit en cause. La plupart du temps, ce sont des maltraitances qui sont en rapport avec des soins au sens large, et plus souvent une aide-soignante, une auxiliaire de vie qu'un médecin. Mais ça peut aussi arriver. On parle également de maltraitance d'origine médicamenteuse, mais là encore, on désigne un mécanisme pour produire des maltraitances. On ne dit pas quels sont les dégâts produits. Et enfin, une catégorie extrêmement importante, on va beaucoup parler de ça dans la suite, c'est une catégorie qui, elle aussi, est mal nommée parce qu'elle s'appelle négligence. C'est quoi une négligence? C'est le fait qu'une personne en situation de vulnérabilité, il n'y a que ça qui nous intéresse ici, ne reçoit pas les aides ou les soins dont elle a besoin. Bon. Et ça, malencontreusement, ça s'appelle négligence. Pourquoi je dis malencontreusement? Parce que si je vous dis à vous que vous êtes négligent, vous allez mal le prendre. Pourquoi vous allez mal le prendre? Parce qu'en français, négligent, ça veut dire je fais mon boulot par-dessus la jambe. Je suis négligent, je ne fais pas attention à ce que je fais. Voilà, c'est un défaut d'intérêt, c'est un défaut d'investissement, c'est un défaut d'attention. Or, dans la réalité, des maltraitances où des professionnels sont impliqués, c'est exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel qu'il s'agisse d'un défaut d'investissement, qu'il s'agisse d'un désintérêt, qu'il s'agisse d'une légèreté. C'est exceptionnel. On le verra dans un instant. Et donc, il faudrait qu'on trouve finalement un autre mot pour désigner ça. Un petit schéma pour essayer d'avancer un petit peu, pour parler de maltraitance. Vous avez compris qu'il y a des dommages, on peut parler des conséquences, on peut parler des effets, je ne vais pas y revenir, c'est tout ce dont je viens de vous parler. Il y a des mécanismes, il y a des façons de provoquer ces effets, des actions maltraitantes, qui peuvent être violentes en particulier. Et puis, il y a des insuffisances d'accent. Je viens de parler à l'instant de négligence. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est quelque chose qu'il aurait fallu faire, mais qu'on n'a pas pu faire, ou pas pu faire bien, ou pas pu faire à temps, ou pas pu faire assez. Et toutes ces conséquences, tous ces mécanismes ne viennent pas du ciel. Ils sont influencés par des facteurs qui sont à l'origine de ces situations. Certains facteurs qui sont des facteurs favorisants, qui favorisent la survenue de maltraitance, et d'autres facteurs qui sont des bons facteurs, qui sont des facteurs protecteurs. Quand ils sont là, le risque de maltraitance est bien moindre qu'en leur absence. Alors évidemment, Agnès a parlé tout à l'heure de prévention, c'est clair qu'on aura une attention particulière à ces facteurs-là. Du coup, quelques mots sur ces facteurs favorisants, colonne de gauche, ou protecteurs, colonne de droite. Ce n'est pas tout à fait les mêmes selon le type de maltraitance. Je ne vais pas énumérer tous les facteurs, je vais juste donner à titre d'illustration quelques exemples. Mais les maltraitances d'origine institutionnelle, l'essentiel des facteurs qui favorisent ces maltraitances d'origine institutionnelle, elles sont dans cette case. Il n'y a pas assez de monde, c'est les sous-effectifs. Les professionnels qui sont là n'ont pas reçu une formation adaptée à leur activité. Il y a des questions d'organisation du travail. C'était très frappant pour moi, un petit commentaire, il ne faut pas que je traîne. Je viens du secteur de la santé et des soins et c'était frappant pour moi de constater que dans ce secteur-là, les professionnels passent beaucoup de temps à se concerter pour réfléchir à ce qu'ils font et pour réfléchir à ce qu'ils vont faire aux patients dont ils ont la charge. Si vous regardez ce qui se passe dans le secteur médico-social, le temps de concertation entre professionnels est extrêmement faible, quand il existe, notamment pour les professionnels qui interviennent à domicile, qui sont très souvent tout seuls. Et c'est un point important pour la suite. Vous voyez qu'à contrario, quand les professionnels se parlent,
se concertent sur une situation donnée, le risque de maltraitance est bien moins important. Je passe sur les maltraitances intrafamiliales parce que ce n'est pas le sujet, et puis que je vois que les sourcils d'Agnès se haussent, ce qui doit leur dire que je suis à la bourre. Il est question dans cette session d'éthique. Je ne vais pas détailler, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps, mais vous avez sur la colonne de gauche quelques-uns des principes constitutifs d'une réflexion éthique. Le fait que ce qu'on fait apporte un bénéfice aux personnes dont on s'occupe. Pour faire ça, il faut d'une part une intention, mais l'immense majorité des professionnels a de très bonnes intentions vis-à-vis des résidents ou des patients. Mais il faut avoir appris aussi à le faire. Ce n'est pas inné, la bientraitance, ce sont des pratiques professionnelles qui s'apprennent. Et j'ai évoqué tout à l'heure le fait que, notamment pour les métiers du grand âge, la formation est vraiment un parent pauvre. Le principe de non-maltraitance, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de dégâts, mais juste un point pour réunir les deux, c'est que pour parler de bientraitance ou de maltraitance, il faut avoir une petite idée de ce qui est bien ou mal pour les gens. Et donc, il faut connaître leur point de vue, il faut leur parler, il faut savoir ce dont ils ont envie. Ce dont ils ont envie, eux, ce n'est pas forcément ce dont vous avez envie, vous, professionnels. Alors, il faut choisir un point de vue. Bon, le principe d'autonomie, le mot autonomie est un peu compliqué. Il veut dire, je pense Philippe va détailler ce point-là un petit peu plus tard, il veut dire dans ma vie de tous les jours, j'ai du mal à faire certaines choses tout seul. Le mot autonomie dans le contexte éthique, il veut dire quelque chose d'un peu différent. Il veut dire, quel que soit mon état de santé, c'est moi qui décide. J'ai la maîtrise de mon destin, je décide de ce que je fais, quel que soit mon état de santé. C'est ça l'autonomie. Je passe. Alors, pour terminer, qu'est-ce que les médecins généralistes viennent faire là-dedans ? Eh bien, beaucoup de choses. J'ai essayé ici d'identifier les situations dans lesquelles vous êtes ou vous serez en tant que futur médecin généraliste. Vous pouvez travailler en établissement, vous pouvez travailler chez des gens qui vivent auprès de patients qui vivent chez eux. Si vous travaillez en établissement, vous pouvez avoir un rôle très particulier qui est celui de médecin coordonnateur. Un médecin coordonnateur, en principe, c'est un médecin qui ne soigne pas, mais c'est un médecin qui est investi dans l'organisation du travail des soignants de l'établissement, dans la qualité des soins, etc. Qu'est-ce qu'un médecin généraliste peut faire au sujet des maltraitances ? D'abord, il peut contribuer à une veille, avoir l'œil sur ce qui se passe, être vigilant, repérer les dysfonctionnements avant que les choses ne prennent de l'ampleur. Un rôle majeur, c'est, si on ne devait dire qu'une seule chose, c'est quand il y a maltraitance, très souvent en amont, il y a eu des défauts de communication. Il y a eu des défauts de communication, notamment entre les professionnels, la personne, le patient ou résident qui en est apparemment victime, et puis souvent les familles. Et le point de vue des familles et le point de vue des patients, ce n'est pas le même. Il ne faut pas penser que les familles représentent toujours fidèlement et strictement le point de vue des patients ou des résidents. Si vous êtes médecin traitant mais que vous intervenez dans un établissement pour des gens qui sont malades, là vous avez un rôle qui est un petit peu différent, qui est un peu plus individuel. Vous avez une responsabilité de détecter des situations de maltraitance. C'est compliqué parce que les signes qui laissent penser qu'une personne peut être maltraitée, ce n'est pas des signes ni très sensibles ni très spécifiques. Et donc, vous ne serez pas étonné qu'on dise par la suite que la validité des outils de détection est médiocre. Si vous repérez quelque chose qui ne va pas, le fait de tendre une main, le fait de dire à une personne, si vous n'allez pas bien, si vous avez des difficultés, je peux, moi, médecin généraliste, vous aider, c'est un geste essentiel. Si vous n'en parlez pas, vous êtes sûr que les choses vont continuer, voire s'aggraver. Si vous voyez une situation préoccupante, vous pouvez avoir un rôle d'alerte, c'est-à-dire en parler à quelqu'un. Et en tous les cas,
vous avez un rôle de communication essentiel avec la famille, avec la victime et avec les autres professionnels qui sont en charge de cette personne. Si vous êtes à domicile, si vous intervenez, vous êtes dans une maison de santé ou vous êtes à votre cabinet ou vous vous déplacez en visite, vous pouvez, comme si vous intervenez dans un établissement, avoir ce rôle de détection, d'offre d'aide, d'alerte et de communication. Mais il peut arriver que vous soyez, vous, médecin généraliste, mis en cause par le patient, par votre patient, par sa famille. Et à ce moment-là, il faut communiquer, il faut en parler. Il faut en parler avec les uns, avec les autres. Peut-être vous avez besoin de chercher une aide pour vous-même. Et en tout cas, vous êtes évidemment en situation de regarder ce qui s'est passé pour éviter que ça recommence. Donc, avec un rôle de prévention. Vous comprenez, je ne vais pas passer longtemps sur ces diapositives, ça tombe bien. Je vois que, voilà. En réalité, quand vous êtes en présence d'une situation potentielle de maltraitance, il y a beaucoup de choses différentes à faire. Vous pouvez être en situation de détecter une maltraitance débutante. Détecter, ça veut dire il y a quelque chose de pas net, il y a des petites anomalies par rapport à d'habitude. Vous, médecin généraliste, vous suivez vos patients. Donc vous voyez quand ils ne sont pas comme d'habitude. Et c'est souvent le premier signe que quelque chose ne va pas. Si quelque chose ne va pas, il faut comprendre d'où ça vient. Et ce n'est pas toujours les maltraitances. Bien sûr qu'il faut y penser, mais vous avez le droit aussi d'avoir un autre problème de santé, de ne pas être bien parce que vous êtes affecté par des tensions affectives, intrafamiliales ou autres. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé. Si vous avez vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une situation de maltraitance, il faut la faire cesser, parce que ça ne fait pas du bien aux personnes. Il y a des façons d'en parler, il y a des sonnettes d'alarme à tirer. Si les dégâts sont déjà constitués, il faut réparer la situation, par des soins, par la restitution des droits ou des biens. Les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Quelquefois, il faut sanctionner les responsables. Là, c'est une autre logique. Et puis, il faut prévenir. Et prévenir, vous avez compris en regardant le tableau des facteurs qu'il faut agir sur l'entourage des personnes, sur le contexte, sur le mode de vie, sur tout ce qui favorise ou ce qui protège, renforcer ce qui protège et essayer de réduire ce qui favorise les situations de maltraitance. Dans cette démarche, vous pouvez être amené à contacter de très, très, très nombreux interlocuteurs. Je ne vais pas les détailler parce que ça serait fastidieux, mais ce n'est pas un sujet, remarquez dans les soins, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on peut travailler tout seul? C'est douteux, mais vous ne pouvez rien faire tout seul. Si vous êtes médecin généraliste, probablement vous aurez besoin de parler avec d'autres professionnels, des professionnels de l'aide, des professionnels des soins. Vous aurez certainement besoin d'un soutien à caractère social, un service social, un travailleur social. S'il s'agit d'une maltraitance institutionnelle, ça serait étonnant que vous n'ayez pas besoin de contacter le responsable du service d'aide ou de soins, ou s'il s'agit d'un établissement, le responsable de l'établissement, ou le médecin coordinateur, si ce n'est pas vous. Etc., etc. Je ne vais pas détailler parce que je serais fastidieux. Je veux juste vous sensibiliser au fait qu'il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas un prêt-à-porter où si je vous dis maltraitance, voilà ce qu'il faut faire. Avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre quelle est la logique, quels sont les mécanismes, quels sont les facteurs, et à ce moment-là, vous saurez quoi faire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Tchernikov. On va passer maintenant à vos explications du professeur Chassagne. Merci. J'ai oublié de dire que je n'ai pas non plus de lien d'intérêt avec cette communication, mais en vous écoutant, je me dis que j'ai un lien d'intérêt en tant que responsable de service. J'ai 150 personnes qui travaillent avec moi. Ça fait plusieurs années que je fais ce métier. J'ai vu des milliers de personnes avec mes jeunes collaborateurs, vous,
des internes, des infirmières, des aides-soignantes. Et je dois dire que je n'ai pas tant que ça, et c'est donc un manque forcément, d'épisodes de maltraitance institutionnelle dont j'aurais été responsable indirectement en tant que responsable de service, donc par délégation. Et peut-être parmi ces acteurs, il y a des gens avec qui j'ai travaillé, en qui j'ai toute confiance, et je n'ai pas vu le coup arriver, ça m'émeut un petit peu. Alors je travaille à l'hôpital, personne n'est parfait, mais la chaîne de l'hôpital et les contraintes de l'hôpital font que c'est une institution qui a peu exercé un pouvoir et peut-être maltraitant. C'est celui que je connais un petit peu, mais il y en a un certain nombre d'autres. Alors il ne faut pas que je me trompe, c'est bon. Alors, les chiffres, moi j'aime bien un peu savoir de quoi on parle. Je vais vous présenter deux études très simples. Donc, la traduction de maltraitance en étant générale, comme Pierre l'a rappelé, c'est elder abuse, en ce qui concerne les gens âgés. Et abuse, on va y mettre toutes les variétés que Pierre a rappelées. Et il s'agit là d'un chiffre pour la population âgée qui vit à la maison. Et dans une revue, une méta-analyse, comme on fait aujourd'hui, publiée il y a quelque temps, on estime que pour les gens qui travaillent en ville, elles peuvent être amenées à rencontrer chez des gens âgés, l'âge n'étant pas vraiment défini, 15% de situations de maltraitance. Autrement dit, sur 100 personnes âgées dont vous avez la charge quand vous travaillez, vous pouvez croiser parfois 15% de maltraitance à des degrés variables, bien sûr, et tout est affaire de dosage, de répétition, et encore une fois, pour reprendre le terme consacré, de préjudice et de vulnérabilité. Alors les variétés, je ne vais pas y revenir en détail, elles sont rappelées ici. Donc c'est comment cette méta-analyse a été faite. Ils ont pris 44 études, savamment sélectionnées, une soixantaine de 1000 participants. Et puis donc vous voyez la définition en anglais qui est exactement celle qui a été rappelée. Un acte isolé ou répété, un manque approprié d'action. On est dans le neglect, dans la négligence de recours de soins nécessaires, qui surviennent dans le cadre d'une relation et qui n'étaient pas attendus en toute transparence, qui peuvent créer des désordres ou des désarrois, ou plutôt des anxiétés. Donc ça, c'est la définition. Vous avez donc les aspects physiques, vous voyez, qui sont représentés dans la majorité des études. Les aspects sexuels, là, sont un petit peu moins souvent listés. C'est extrêmement compliqué, parce que chez les gens âgés, très sincèrement, je ne crois pas que nous ayons beaucoup tendance à appréhender, c'est un tort, la vie sexuelle des gens ou leur perception. On est souvent alerté pour de l'hypersexualité dans le cadre de pathologies neurocognitives qui sont un autre domaine. Mais l'agression sexuelle, j'en ai un exemple dans un EHPAD de l'agglomération, dépisté par un jeune interne qui venait de faire son stage de gynéco, qui a dit il y a des métroragies, et métroragie, traumatisme, c'est la seule fois. Et ça s'est d'ailleurs très très mal terminé par la mort de la personne. Bon, vous avez les aspects financiers, on va y revenir un petit peu après. Alors maintenant, je m'intéresse à la population institutionnelle. Là, on est bien dans le terme des institutions des personnes âgées, vous les appelez EHPAD ou tout ce que vous voulez, long-term care, peu importe. Et donc, encore une fois, une méta-analyse. Alors, les choses sont beaucoup plus compliquées, mais ce qui est intéressant, c'est la représentation que Pierre vous a rappelée. C'est les maltraitances dans leur variété de ce qui est recensé dans les EHPAD. Donc la grande prépondérance, c'est les maltraitances psychologiques. Alors dedans, vous allez y mettre une insulte, un haussement de ton, une non-réponse ou une réponse « je ferme la porte, je claque la porte ». C'est une maltraitance jugée psychologique dans ces contextes-là. Les maltraitances sexuelles en bleu un peu soutenues, vous voyez qu'elles sont très anecdotiques. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas et qu'elles sont sous-estimées, c'est qu'elles sont peu nombreuses, 2%. 11%, il me manque ma légende, donc là ça commence à être dur. 11%, c'est les maltraitances qui sont physiques, 13%, c'est les maltraitances qui sont financières, et je crois que je ne sais plus, pour les autres, il me manque ma légende qui a sauté dans le tableau. En tout cas, vous voyez, large prédominance de maltraitance psychologique et physique étant parfois un coup, parfois un geste, et on ne met pas, et j'ai cherché dans cet article, une maltraitance que je connais très bien à l'hôpital, qui est la contrainte, l'attache, la camisole physique et chippée. Et ça, c'est quelque chose d'absolument intolérable. Je ne supporte pas ça, je descends aux urgences tous les matins pour aider les collègues des urgences dans les difficultés que vous connaissez, et des gens attachés avec la contention, plus la sonde urinaire, plus la perfusion, plus la camisole chimique, on est vraiment dans une maltraitance et dans la production d'une pathologie qui s'appelle l'état confusionnel, la dégradation fonctionnelle. Donc c'est vraiment, j'en suis solidaire de voir ça,
et j'ai pas la solution. Alors les facteurs de risque dépendants, en fait, en médecine, moi, il y a les facteurs liés à la personne, ces maladies par exemple, les facteurs liés à son environnement, l'épuisement de l'aidant naturel, et puis les facteurs liés aux professionnels que nous sommes. Donc là, on est dans le milieu institutionnel, donc je vous ai regroupé un petit peu les facteurs de risque qui sont dépendants de la structure sociale et médico-sociale, et Pierre les a déjà abordés. Incontestablement, les 2 chiffres qui sont mis là, c'est 1/3 des postes de médecins coordonnateurs qui sont dictés par la loi, obligation à chaque état médico-social d'avoir un médecin coordonnateur, 1/3 de ces postes sont vacants. Et 1/3 des postes de gériatres à l'échelon national dans les établissements de santé sont vacants. Donc la carence humaine en termes d'accessibilité est tout à fait importante. La coordination est insuffisante de ce fait et les encadrements sont insuffisants. Si on perd des médecins chaque jour, des infirmières, des aides-soignantes à l'hôpital, on perd encore plus de personnel d'encadrement qu'on fait remplacer par des faisans fonction de cadre. Et on est dans une espèce de spirale très compliquée parce que, comme il l'a dit, et je suis totalement d'accord, la communication, revenir sur ces exemples, est importante. La communication, il faut quelqu'un qui soit le pivot de cette mise en musique de tous les partenaires. La démographie des patients, je travaille en gériatrie, vous avez peut-être fait quelques stages, on a quand même une forte prévalence de troubles neurocognitifs majeurs, 60% de prévalence en EHPAD. Donc quand vous êtes de garde la nuit en EHPAD, que vous êtes infirmière ou aide-soignante, vous avez 60% de possibilité de vivre des états de déambulation, de cris, d'opposition. C'est assez compliqué, il faut résister physiquement et psychiquement à ce stress quotidien, on va le dire comme ça. Et l'architecture inadaptée, les urges, j'appelle des urges, j'y descends tous les jours, c'est vrai que ce n'est pas adapté. Quand les urgences de Charles Nicolle ont été construites il y a 20 ans, c'était un chiffre, et en 5 ans, on a pris 25% de consommation en plus de clients. Donc les architectures, avec les box individuels, très beaux, sont devenues totalement obsolètes pour y mettre tous les gens qui viennent. Et on a maintenant 2 files en médecine, une sur le couloir de droite, une sur le couloir de gauche et une en chirurgie. Et tous les matins, les collègues des urgences ont 35 à 40 personnes à voir, parmi lesquelles 60% de gens âgés sur des barres. C'est une forme de maltraitance architecturale, parce que si au moins on était dans un cadre privé, comme disent les Anglais, intimacy, on serait déjà mieux, on fait ce qu'on peut avec les moyens qui sont les nôtres. Les dépistages de la maltraitance, rien ne dit qu'il faut le faire en routine, parce que la détection est nécessaire, le dépistage c'est autre chose, puisque dans les dépistages, on met en face un miroir des actions qu'on peut mener avec une bonne efficacité pour réduire et améliorer la situation. On n'en est pas encore là. Donc le dépistage n'est pas recommandé, il n'y a pas d'outils validés reproductifs, mais j'ai trouvé ça, que j'ai trouvé très intelligent et que je compte bien mettre en place avec mes collaborateurs. Ce sont des questions que le médecin généraliste peut poser dans un endroit un peu en relation privée. Par exemple, quand vous êtes en EHPAD, alors comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce que quand vous êtes dans l'embarras anxieux, est-ce que quelqu'un vous vient en aide? Et je trouve que ces questions glissées dans une relation médecin-malade, plutôt intelligente, pas catalogue, mais j'ai trouvé ça très bien. Quelqu'un vous a-t-il brusqué ou brutalisé? Ça, c'est la question qu'on va mettre en fin de parcours. Mais dites-moi, des fois ça crie un peu, est-ce que vous vous êtes fait crier dessus? Enfin, vous voyez toutes ces phrases. Et puis, quelqu'un a-t-il utilisé votre chéquier ou la carte de crédit? Ben oui, parce que dans les établissements, il y a un peu tout, et c'est effectivement une forme de maltraitance financière. Pour les professionnels, je me suis renseigné, j'ai téléphoné à pas mal de copains qui travaillent en EHPAD pour préparer cette exposé. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites, vous? Il m'a dit, nous on fait le mieux. C'est-à-dire, on le fait comme on croit qu'on le fait. C'est-à-dire que, très clairement, la plupart des EHPAD maintenant ont mis en route des numéros verts, c'est ce qu'a expliqué Pierre, la possibilité de s'affranchir d'un filtre administratif pour contacter la structure, c'est ce qui se passe dans les lycées, les collèges et aussi dans des services clientèle des hôpitaux, c'est les encouragements à signaler les situations, les numéros verts. Il faut bien comprendre que quand vous signalez quelque chose et que vous retournez le lendemain travailler avec les collègues que vous avez dénoncés, il y a quand même une difficulté de vivre la journée. Moi, je l'ai vécu là sur un exemple, c'est assez difficile de porter à la connaissance quelqu'un et le lendemain, vous recroisez les personnes. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas alerter, j'ai dit que c'est compliqué. Et on n'est pas, nous, dans la gériatrie, des fans des réseaux sociaux. Vous allez prendre cher avec ça, vous. Et les réseaux sociaux sont des instruments destructeurs. Je ne fais pas de bashing vis-à-vis de rien, mais c'est quand même des choses où on peut mettre des noms sans preuve.
Les programmes de formation, incontestablement, gros investissements dans les sociétés qui font de la maison de retraite pour faire de la formation, des échanges en atelier, ça sera notre propos dans quelques minutes. Et puis, beaucoup d'exemples de référents nutrition, référents douleur et référents bien-traitance maintenant, pour engager au sein de l'institution un ou une de vos pairs, mettons une infirmière, une aide-soignante, vers laquelle, du fait de sa compétence, de sa disponibilité et de ses connexions, on peut ébaucher une réflexion à propos d'une situation. Alors, un autre article pour vous montrer comment les choses aux États-Unis se proposent. Donc, vous avez, au début, vous occupez pas. D'abord, c'est pas lisible, c'est une technique pédagogique, comme ça, vous pouvez pas lire. Je peux vous dire ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Mais vous avez en dessous, la partie basse, vous voyez négligence. Vous avez l'abus verbal, autrement dit, là, on est dans l'insulte, dans peut-être la maltraitance psychologique, financière, et puis physique et sexuelle sur la partie droite. Et puis, vous avez quelques solutions qui sont proposées. C'est pour ça que je me suis permis de laisser cette diapositive, parce que ce n'est pas vraiment une boîte à outils, mais c'est ce que ces gens experts dans cet article du New England considèrent comme une position respectable pour essayer de faire quelque chose. Alors, si vous prenez l'abus vertébral, c'est référer la victime pour une expertise psychiatrique sociale avec un travailleur social, reconnaître et traiter un état dépressif ou un trouble de cognition qui ne serait pas diagnostiqué. Les incompréhensions vis-à-vis d'une maladie sont souvent parce qu'on a négligé, pas fait le diagnostic de la maladie. C'est-à-dire qu'on dit, oh bah, il est vieux, il dit des bêtises, il doit être dément. Il est peut-être confus, ce qui n'a rien à voir en termes de démarche médicale. Éduquer le soignant afin qu'il puisse éviter des gestes qui soient aberrants. Vous voyez, il y a quelques actions, je ne vous demande pas de les retenir, mais j'ai trouvé ça plutôt élégant quand on veut construire, et peut-être vous y serez demain amené, construire quelque chose au sein de l'institution où vous serez référent peut-être, des actions destinées à prévenir ou en tout cas à prendre sans retard en charge ces malades. Alors en pratique, c'est ce que vous nous avez demandé, Agnès. Je vais vous livrer une situation. Alors la première situation, c'est un jeune homme, 91 ans, qui a inhalé, qui est donc envoyé aux urgences. Et puis on est en 2024. Il n'y a donc pas de place en médecine, il va être mis en hébergement, vous connaissez cette phrase, dans un service où il y a des lits vides, et actuellement ce qu'il y a de plus de vide dans l'hôpital public, c'est les lits de chirurgie, parce qu'il n'y a plus de chirurgiens. Donc comme ça, on a trouvé une solution à la crise du logement. C'est une plaisanterie douteuse que je fais, je tiens à le préciser, mais elle est malheureusement vraie. Donc il est en chirurgie, il a les antécédents qui sont indiqués ici, et vous voyez des séquelles d'accident vasculaire cérébral avec une dépendance majeure. Autrement dit, c'est un monsieur qui a besoin d'aide pour les actes élémentaires de la vie de tous les jours, comme vous l'avez repris tout à l'heure, Agnès. Et puis il a aussi, pour le compte, cette échelle, l'autonomie est altérée, c'est qu'il n'est plus capable de gérer en tant que tel. Donc on est bien dans une dépendance et on est bien dans une perte d'autonomie et on pourrait suspecter une certaine vulnérabilité de ce monsieur. L'évolution, c'est qu'il va être... pour la gériatrie via son équipe mobile sollicité parce qu'il est confus, il a une contention, pardon de cette petite faute, il est déshydraté, on lui a prescrit, on a conseillé des perfusions d'hydratation préventives, ça n'a pas été appliqué parce que les protocoles en chirurgie ne sont pas aussi familiers qu'ils peuvent l'être en médecine, et en médecine, on n'opère pas les gens âgés et c'est tant mieux pour eux. Il a donc une hypernatrémie. Pour avoir une hypernatrémie, il ne faut pas avoir reçu d'eau pendant plusieurs jours. En l'occurrence, là, le déficit hydrique est calculé à 18 litres. Je pense qu'on pourrait dire négligence d'hydratation. Mais ce n'est pas si simple que ça de faire boire quelqu'un qui avale de travers. C'est pourquoi il est venu à l'hôpital. Et puis, l'équipe de gériatrie, parce qu'on dit de toute façon, quel que soit ce que vous dites, il sort lundi. Donc nous, on dit non, il ne sort pas. Et si vous le faites sortir, on va alerter la famille de votre exagération à le mettre dehors. Donc, ça c'est la situation. Et la question que Agnès souhaitait que nous posions, elle l'a plus formulée et plus élégamment que moi. Diriez-vous qu'il s'agit d'une situation de maltraitance institutionnelle et avec un vote électronique à bras levés, c'est ça que on peut essayer de faire un vote avec la main levée. Donc, est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'une situation de maltraitance ? Merci pour le CHU de Rouen.
Donc une majorité d'entre vous, qu'est-ce que vous souhaitez que l'analyse peut-être de quelqu'un d'entre vous en disant pourquoi c'est une maltraitance, de quelle nature, et peut-être, moi j'ai résumé, mais il y a peut-être d'autres maltraitances qui pourraient être énoncées sur la liste de ce que Pierre a mis. Je sais pas, ou sinon... Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Oui, je vous en prie. Hein. Tu vas avoir un micro. Bonjour. J'aurais peut-être parlé de négligence parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de différent entre le fait qu'on n'ait pas fait exprès, entre guillemets. Enfin, je sais peut-être. Il n'y a pas eu de volonté de mal faire, mais ça a été mal fait quand même. Donc c'est plus de la négligence de mon point. Je ne sais pas, il y a peut-être des réponses. Je l'ai dit, moi, à titre personnel, il y a une négligence. Alors moi, je veux me prendre la casquette le service hébergeant, quelle que soit sa vocation et sa frustration de voir arriver un senior qui ne relève pas de la chirurgie, c'est le service hébergeant qui a la responsabilité professionnelle et médicale des soins dispensés à la personne admise à l'hôpital. Parce que moi, quand on est obtus, je suis tout aussi obtus, et je dis, bah, attention, l'hébergeant, parce qu'on me dit, moi, je ne sais pas le soigner. Ils savent vous ouvrir en deux de haut en bas, mais pas donner de l'eau aux gens. C'est ce que je leur ai dit, moi, quand même. Hein. Mais je pense que c'est une négligence quand même, parce que les besoins gériatriques que nous, en médecine, on a vite à l'esprit, ne sont peut-être pas aussi naturels, et j'en veux pas du tout, sincèrement, de la même façon que les chirurgiens sont meilleurs peut-être pour nous, pour anticiper sur la douleur, la nutrition, la reprise après une opération. Vous avez raison, négligence. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ? Pierre, tu dis ton sentiment justement d'analyste des plaintes qui peuvent être, ou des signalements qui peuvent être faits dans ce cas. J'ai vu un bras, mais Là, il y a quand même une contention qui a été mise, et là, pour le coup, c'est pas négligent, quoi. On est dans un autre... Là, s'il y a eu une contention, alors c'est pas précisé si elle est chimique ou physique. Elle était physique. Sans contention chimique, déjà, normalement, c'est dans l'autre sens qu'on commence. Et c'est plutôt maltraitant quand même. Donc on est dans une privation de mobilité, de liberté de se déplacer peut-être. Moi je suis assez d'accord avec vous. Alors au passage, la contention physique sans contention chimique, autrement dit pharmacologique, est une interdiction. Hein. On ne fait pas de contention physique sans faire de contention chimique. Et A plus B égale, il ne bouge plus. Il ne mange pas, il ne boit pas, il se déshydrate. On est dans cette spirale que vous connaissez. Hein. Pierre, sur la qualification peut-être de ce qu'on pourrait relever comme type d'incorrection médicale. Juste deux remarques. La première remarque, c'est que les négligences, avec les limites que j'ai dites tout à l'heure, font partie plein pot des maltraitances, et que la grande majorité des maltraitances sont involontaires. Notamment sur le plan institutionnel, la grande majorité. Donc c'est pas ça qui va pouvoir nous dire c'est ou c'est pas des maltraitances. La deuxième remarque, c'est qu'en effet, comme Philippe l'a évoqué, la contention peut poser problème, mais je pense que là, dans les limites de cet échange, on n'a pas assez d'informations. C'est quelle contention, mise en place pour quel objectif, avec quelle modalité. Est-ce que c'est un choix concerté? Est-ce que c'est une décision un peu clandestine prise sans véritable réflexion, avec en tête, ce que vous savez aussi bien que moi, c'est que les contentions favorisent les chutes. Hein, et donc les dégâts peuvent être d'autant plus importants. Donc voilà. Après, je pense que c'est une question de contexte. Hein. Moi, je peux vous livrer une prescription qui est une maltraitance. Je l'ai dit plusieurs fois en réunion de service, c'est 10 gouttes, peu importe la molécule, 6 agitations. Ça, c'est prescrit en fin de CV, et c'est valable pour la nuit. Il se trouve que dans le service, on avait à un moment un étage, et un deuxième étage. Vous voyez, on était sur 2 étages. Et il y avait
un des 2 étages, c'est le même service, c'est le même modèle. Et on avait un service où 40% des gens avaient 10 gouttes le soir, et dans l'autre unité, il y avait que 10%. On s'était dit que 10 gouttes, 6 agitations, la définition du mot agitation n'était pas donnée, l'adéquation entre sédation chimique et envie d'avoir une nuit assez calme peut s'entendre, et qu'on était dans une forme de maltraitance par une prescription un peu sibylline, 10 gouttes, 6 agitations, contention, 6 agitations. Je dis ça, hein, c'est une forme de contention. Je vous le dis parce que ça, on l'a créé nous-mêmes. Et on s'était dit que ce n'était pas très facile pour une infirmière. Le service où j'ai le plaisir de travailler, c'est 30 lits de personnes âgées, 88 ans de moyenne d'âge, des entrées la nuit, une infirmière pour 30 lits. En médecine, hein. Et c'est le ratio pour tout le monde. Et on a du bol d'avoir une infirmière et pas des lits fermés. Hein. Mais là, pour faire de l'éducation pédagogique et de la réassurance pour trouver le sommeil avec une boisson chaude, c'est pas bien commode. Hein. Alors, si vous voulez que j'avance peut-être pour pas... Alors, ma lecture, un petit peu de mauvaise foi, parce que c'est facile de refaire après les choses, il y a un constat, il y a des conséquences, il y a des possibilités. Pour reprendre un peu le schéma de Pierre, déjà au départ, ce monsieur, il est dans la case, à tous les coups, ça va mal se passer si on ne met pas en face des moyens propres liés à sa dépendance, à sa perte d'autonomie, à ses problèmes d'alimentation. On le sait dès le début que l'un sans l'autre ne va pas être compatible. L'anticipation peut-être était possible parce qu'on se retrouve avec un monsieur, dépendance totale, perte d'autonomie totale, toujours à la maison, qui nale de travers, et qu'on envoie dans le pire des circonstances, c'est-à-dire en urgence, aux urgences, et dans un parcours de soins hospitaliers que je vous ai rappelé qui tient à nos difficultés. En tout cas, dans l'anticipation de cette éventuelle dépendance, perte d'autonomie et gêne, il y a des actions qui auraient pu être proposées. Certes, on peut inhaler, oui, on peut faire aussi des entrées directes, et là, c'est peut-être le médecin généraliste que vous êtes quand vous remplacez, qui des fois a des réseaux, vous êtes des gens très organisés, avec des portables qui dégainent à toute vitesse, en disant j'ai une copine qui est en gériatrie, je vais l'appeler, peut-être que, et sinon c'est le cardiologue, et vous avez raison, c'est la bricole qui marche. Les objectifs de soins n'ont pas été énoncés alors que ce patient est dépendant sévère AVC et on le contentionne. Il ne peut pas se lever tout seul, mais on lui met une contention. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas d'une grande logique. Il serait rentré, comme le dit Pierre, pour chute, et on ne veut pas qu'il rechute dans le service, on l'attache, c'est peut-être pas bien, mais là, il ne bouge pas. Mais on l'attache en plus. Les transferts au SAU, bon, bah, ça c'est une conséquence de la comorbidité qui n'a pas été prise en compte. Alors on n'a personne dans l'environnement, hein, ni personne de confiance, ni directive anticipée, parce que ça aussi c'est un problème. Hein, il va falloir décider jusqu'où on va d'un patient qui d'emblée est dans la récupération très 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 hypothétique, voire même pas dans la prolongation de son espérance de vie, hein, sur la mise de jeu. Les admissions dans une unité de soins post-urgence inadaptées, oui, ils relèvent de la filière médicale, accessoirement gériatrique. Les entrées directes, malheureusement, on n'a pas 50 possibilités de lits parce que nos lits capacitaires sont limités. Les soins sont inadaptés, les recommandations ne sont pas suivies. Et là, on en vient à la coordination des soins et à l'adéquation d'une mission médicale ou chirurgicale dans un endroit qui n'est pas adapté. Moi, actuellement, dans le service, j'ai un monsieur qui relève d'un problème urologique pour lequel l'interne d'urologie vient 2 fois par jour et qu'il applique des techniques d'urologie que toutes, on est nuls à comprendre. On essaie de le transférer en urologie, on essaie, tentative. Aggravation des symptômes, confusion, déshydratation, c'est contention, c'est la spirale infernale. L'encadrement des personnels, quand vous allez en chirurgie, en disant écoutez, nous on a autre chose à faire que vos jouets gériatriques, là, ça a été ma réponse. Alors je suis descendu, moi, avec mes jouets quand même, pour discuter un petit peu, parce que ce n'est pas une réponse qui peut être faite. Et la dépendance iatrogène, ça c'est un domaine qui moi m'intéresse beaucoup, c'est la perte d'indépendance fonctionnelle qui accompagne un parcours hospitalier. Là c'est une caricature, mais ça peut être simplement la contention que les docteurs font, une sonde urinaire, une sonde nasale, une perfusion. Eh bien vous ne bougez plus pendant 8 jours et vous avez perdu, après la guérison de votre maladie, beaucoup plus que vous aviez avant. Cette dépendance iatrogène, je n'ai pas dit que c'est de la maltraitance,
Mais en tout cas, ce n'est pas un soin adapté parce qu'on néglige la perte d'autonomie fonctionnelle des gens que l'on sait inéluctable. Les réadmissions précoces, l'admission prioritaire en EHPAD. Tout ça, vous voyez, c'est un parcours de soins. Nous, on a couru après cet exemple sans beaucoup de succès, avec une situation qui était d'emblée très compliquée. Alors, pour vous donner la suite, parce que vous allez me demander ce qui est devenu, il est sorti, et je ne sais pas combien de temps il a survécu. Et il n'y a pas eu de plainte de personne de la famille. Parce que si j'avais eu une plainte, j'étais responsable, j'étais partie prenante, je ne savais pas comment me positionner. Vous en voulez une autre? On va peut-être faire un cas de M. Tchernikov et en fonction du temps qui Il n'y restera, a pas de problème. on avisera. Alors, c'est pas vraiment plus cool. Hein. Un monsieur qu'on va appeler Gilbert, peut-être c'est un peu familier, non? Je ne sais pas, vous me direz. C'est un monsieur qui est mal parti dans la vie. Il a un cancer du pancréas avec des métastases. Et on est arrivé au terme des possibilités thérapeutiques. C'est un monsieur qui, du fait de son état de santé, est très dépendant. Et c'est un monsieur, ça ne vous étonnera pas, qui souffre beaucoup du fait de cette localisation tumorale. Vous êtes le médecin traitant de ce monsieur qui est chez lui. Et à sa demande, avec l'accord de la famille, vous avez engagé des soins palliatifs à domicile et en particulier, vous avez prescrit l'intervention d'un service de soins infirmiers qui vient tous les jours. J'ai mis une petite parenthèse parce que les services de soins infirmiers, qui sont différents aujourd'hui des services d'aide à domicile, les soins c'est pour des soins, les aides c'est pour des aides, donc c'est généralement des auxiliaires de vie et pas des professionnels de santé. Ces deux catégories de services sont en train de fusionner et demain vous n'aurez plus qu'une seule catégorie de services intervenant à domicile qui devrait s'appeler des services autonomie. Je referme la parenthèse. Revenons à M. Gilbert. La fille de M. Gilbert, Mélanie, vient vous voir et vous dit « Docteur, c'est plus possible. C'est plus possible. Mon père est mal soigné. Mon père, on ne lui fait plus sa toilette. On ne le nourrit plus correctement. On ne le met plus au fauteuil. C'est plus possible. » Voilà, c'est ce que vous dit la charmante Mélanie. Et alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette situation, avec le peu que je vous ai dit, et surtout, qu'est-ce que vous feriez? N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous apporte le micro. Ah, il y a une proposition. Bonjour, Céline Attard de Besançon. Je suis là. Voilà. En fait, il nous manque beaucoup trop d'éléments. Ça dépend de tout. Mais grossièrement, ça dépend pourquoi elles ne le font plus. Parce que là, si monsieur Gilbert, s'il a un cancer métastatique du pancréas, il a peut-être des douleurs, peut-être que les soins en fait lui font mal, peut-être que lui-même ne veut plus aller au fauteuil, peut-être que les mobilisations sont compliquées, parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'il n'est pas confortable, et que du coup elle diffère les soins pour son confort. Donc peut-être que c'est à rediscuter et que les traitements antalgiques par exemple sont à majorer pour pouvoir permettre tout ça. Donc en fait il manque juste la discussion avec les aides à domicile, quoi, pour savoir pourquoi elles le font plus. Vous savez quoi? Vous devriez devenir médecin généraliste. D'autres propositions, d'autres réactions? Elle a tout dit. Ça casse la baraque, évidemment. Je vous propose quelques pistes de mon côté. Premièrement, il faut écouter Mélanie. Ce qui va faire que l'affaire va tourner au vinaigre, c'est que Mélanie se plaint et elle n'a pas été écoutée.
Ça, c'est un facteur qui majore la complexité et l'agressivité dans ces situations. D'autre part, alors on imagine que ce n'est pas forcément facile et c'est peut-être même pas possible. Il faut savoir ce que Gilbert pense de tout ça. Parce que ce que Mélanie pense de la situation et ce que son père pense, ce n'est pas forcément la même chose. Alors dans les questions à se poser, c'est ce que dit Mélanie, c'est il n'y a plus de soins, si on ne s'occupe plus de mon père. Est-ce que c'est vrai? Alors avant de grimper au rideau, peut-être qu'il faut parler avec l'équipe de soins et savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, et surtout, pourquoi ils l'ont fait. Parce que, comme vous l'avez dit à juste titre, je ne connais pas votre prénom, c'est pas la même chose. Hein. Si l'équipe vous dit, vous savez, on est un service très occupé, on avait un quart d'heure pour intervenir, et dans le quart d'heure, on a fait ce qu'on a pu, mais on sait bien que ce n'était pas assez. Ça, c'est une chose possible. Mais et à ce moment-là, il faut en parler avec le ou la responsable de l'équipe et voir comment on peut renforcer l'intervention du service. Mais si au contraire l'équipe vous dit, vous savez, on a bien vu que quand on lui faisait sa toilette ou quand on essayait de le mettre au fauteuil, il se tordait de douleur et qu'on a considéré que c'était pas forcément une bonne chose pour lui de majorer ses douleurs dans ce contexte. Et à ce moment-là, surtout si Gilbert dit j'ai pas envie de ma toilette aujourd'hui, c'est lui qui est le point de repère, c'est lui qu'il faut prendre comme référent, il faut faire ce qu'il demande. Simplement, là, vous avez un rôle d'expliquer à sa fille pourquoi les professionnels ont fait ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ou sur un des sujets de la présentation? Juste, moi, je ferai un petit mot d'analyse et je suis évidemment très séduit de l'approche qui a été proposée. Moi, ce qui me gêne dans ces situations-là, c'est l'absence souvent d'informations parfaitement tracées et traçables pour tous les intervenants de ce qu'on fait, de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on ne fera pas. Pierre a dit un mot à un moment, il a dit, et c'est la plainte des familles qu'on connaît très bien, ils ne mangent plus. Ce n'est pas un objectif tenable, ce n'est pas un objectif souhaitable de nourrir un stade 4 d'un cancer du pancréas, au sens objectif premier par rapport à tous les autres. Et là, on est dans une espèce de mesure un peu théorique de ce qu'on va faire, ce qui permet quand même aussi, quand on est en position d'être un peu, je vais utiliser un mot, attaqué, en tout cas critiqué sur ce qu'on fait, de dire, attendez, le souhait, c'est de privilégier la douleur, on n'est peut-être pas bon, on peut gérer ce que vous avez dit, évidemment. Oui, on peut sûrement trouver une solution pour une heure de toilette qui corresponde mieux à votre attente, voilà. Pour la nourriture, attention, ça risque d'être compliqué. De la même façon, il ne marche plus, je crains qu'il soit trop... Voilà. Je trouve que la limite des soins, je repense à l'exemple que je vous ai montré, on n'a pas eu, nous, à voir la famille, mais on est avec un monsieur qui est en survie déjà depuis longtemps. Ça n'excuse absolument rien de la maltraitance. Ça veut dire que les objectifs ne sont pas ceux que tout le monde imagine devoir être appliqués à toutes les catégories, quel que soit l'âge et la pathologie des gens. Et là, je trouve que la limitation des soins n'est pas commode parce qu'effectivement, c'est résumé bien sûr, mais je trouve que c'est une situation qu'on connaît très bien et en particulier quand on prend en charge, ce qui est le cas de cette équipe, quelqu'un qu'ils n'ont pas eu au départ à prendre en charge. Et ça, c'est le problème du continuum de soins avec une équipe de confiance, et notamment en oncologie. C'est quelque chose qui est quand même moins difficile que quand vous basculez la situation. Et imaginez que vous soyez le médecin traitant, mais que vous revenez avec une liste de courses du service hospitalier comme ça, qui vous dit « c'est ça qu'il faut faire, nous on est au téléphone les jours ouvrables », ça va être difficile de mener. Et je trouve que cette maltraitance peut être liée aussi à une incompréhension des priorités de tout ce qu'il y a à faire, mais c'est évidemment une situation qui va être de plus en plus fréquente, parce que de plus en plus, on va faire sortir ces gens-là à la maison avec des politiques de soins palliatifs. Et là, c'est là où, pour le compte, nous, on utilise beaucoup maintenant les unités régionales de soins palliatifs qui, en appui de ces soins palliatifs, donnent une caution professionnelle performante et aux médecins généralistes et
à ces équipes de soins de suite. Moi, je trouve que plus, c'est mieux que pas assez, dans mon expérience. Est-ce qu'il y a des questions ? Rebonjour, je suis Sarah, je suis interne de médecine générale à Nantes. Moi, j'ai une question par rapport aux médecins coordinateurs dans les EHPAD. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais est-ce que eux, ils peuvent avoir un rôle dans la décision de transfert ou non des patients aux urgences, les patients de l'EHPAD aux urgences, notamment la nuit? Est-ce qu'il peut y avoir des décisions communes de, en fait, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être différées? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, ça, pour vous? Est-ce que déjà c'est faisable dans certains établissements? Est-ce qu'on peut peut-être commencer par dire les missions de celle d'un médecin coordonnateur et celles qui ne relèvent pas d'un médecin coordonnateur? Pierre, sur les missions générales? Non. Alors, je crois qu'il y en a 14 de mémoire dans les missions du médecin coordonnateur. L'organisation de la permanence des soins, les démarches qualité, la rédaction des protocoles, les personnels référents, douleurs, etc. Il y en a beaucoup, comme les procédures d'admission, les procédures d'évaluation périodique annuelle de la charge de soins et de la dépendance des gens avec des grilles qui sont utilisées. Je crois, et j'en suis à peu près certain, que le médecin coordonnateur n'a pas de mission médicale directe, ni de prescription, ni d'acte en dehors de l'urgence. Voilà, pour répondre à votre question. Donc là, dans une situation où le médecin traitant ne serait pas sur place, ne serait pas présent, souvent le médecin d'EHPAD va dire « j'appelle mon confrère » en lui expliquant la situation. Le médecin traitant est d'accord, est favorable à un transfert en urgence pour une situation d'insuffisance respiratoire qui nécessite un diagnostic, un bilan et pourquoi pas une prise en charge. C'est souvent comme ça que les choses se passent. Et pour tout dire, il n'y a pas que dans 15% des cas seulement une infirmière la nuit dans les EHPAD, donc une fois sur 6, et c'est souvent donc ce qu'on appelle une veilleuse de nuit, qui n'est pas nécessairement une aide-soignante ni rien du tout, qui a des missions de, en cas de, faites le 15 et transfert aux urgences. Donc là, on est dans un process qui s'auto-alimente pas très clairement. Et en face, la loi a dit, vous pouvez énoncer les directives anticipées. Quand vous avez un parent qui rentre en EHPAD, je suis assez bien placé pour vous le dire, on vous demande ce que vous souhaitez, vous, résident, et ce que le représentant du résident souhaite. Et malgré ça, on ne respecte pas forcément ni l'avis du résident, ni l'avis du représentant du résident. Mais toute chose dans le stress égale par ailleurs. Voilà. Donc pour répondre à votre question, je crois que le médecin coordonnateur en dehors de l'urgence n'est pas habilité à prescrire, à décider seul, et il s'en réfère volontiers au médecin traitant, au médecin généraliste en charge de la personne. C'est dans mon expérience, je ne crois pas dire de bêtises, mais en tout cas, et le médecin coordonnateur peut avoir la charge de quelques patients qui ont désigné ce médecin comme leur médecin. Ça, c'est autre chose. Et puis, les familles exigent le transfert à l'hôpital. Ah bah, forcément, vous pouvez. Est-ce que c'est facile? Sûrement pas. En tout cas, moi, je pense que, sans forcément écrire les directives anticipées, parce que c'est autre chose, d'écrire les directives anticipées, ça considère que vous avez des capacités de discernement, que vous avez des capacités cognitives de préserver, ce qui n'a rien à voir. C'est pas si simple que ça. Mais par contre, dire, voilà, chez ce monsieur-là, nous, ce qu'on fait, c'est, il va réavaler de travers. Nous le craignons. Qu'est-ce qu'on fait? On refait vivre ce parcours du combattant, de repasser aux urgences, où on dit, on va faire des soins adaptés, peut-être de l'antibiotique à l'EHPAD, peut-être pas d'antibiotique, ça ne va pas forcément. Voilà, c'est une discussion qu'il va falloir avoir avec la famille, mais ça ne sera pas simple, parce que dans une famille, ils sont nombreux. Donc, on bricole pas mal. Alors, la télémédecine, je vous l'ai mis, parce que la télémédecine en heure diurne peut parfois avoir un confrère qui va
discuter avec vous, rompre votre isolement et mettre en face lui, voilà, tu sais, si je fais ça, moi je ne ferai pas. Vous voyez, c'est comme on a quand on appelle un collègue en disant, bon, dis donc, je ne sais pas faire. Nous, dans nos comptes rendus, on a écrit obligatoirement, compte tenu de la comorbidité de l'état fonctionnel de la dépendance, il ne semble pas, et on a hésité pendant des mois, quel mot on met derrière, il ne semble pas adapté de proposer des actes de réanimation de niveau 3 ou 2 en cas de défaillance vitale. Moyennant quoi, je descends aux urgences et souvent cette ligne n'est pas liée aux urgences. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. J'avais une question sur le rôle et surtout sur la formation du médecin coordonnateur. Je trouve qu'on est assez peu informé sur le rôle et les missions et la façon de faire le travail de médecin coordonnateur. Est-ce qu'il existe des formations ? Est-ce qu'il y a un moyen de s'informer là-dessus ? Alors oui, il y a des formations, ça s'appelle un diplôme d'université de médecin coordonnateur. Par exemple, vous avez représenté toute la France, mais je sais qu'il y a un diplôme dans les Hauts-de-France, coordonné par le collègue de Lille. Il y en a sur Paris, qui peuvent se faire en virtuel et avec quelques stages présentiels, qui vous donnent un vernis de formation théorique, avec des stages qui sont là pour le compte fait à proximité de votre lieu d'exercice. Autrement dit, moi j'ai des médecins généralistes de la région qui se sont inscrits à l'université Paris-Cité pour faire ce diplôme et qui sont en stage de gériatrie chez nous ou dans des partenaires locaux afin de faciliter leurs choses. Oui, ce diplôme existe, ce n'est pas un diplôme qualifiant, c'est un diplôme d'université qui donne une certaine rappel des missions, c'est quoi la gériatrie, mais appliquée, hein, bien sûr. Oui, ça existe dans plusieurs universités françaises et l'aspect des enseignements virtuels a beaucoup permis de ne pas forcément se déplacer, vous voyez, dans des parcours, et c'est des choses qui se font très régulièrement. Moyennant quoi, pour des raisons alors compliquées, mais il n'y a pas un afflux massif pour être médecin coordonnateur, parce que vous êtes médecin coordonnateur souvent à mi-temps, mais vous n'avez pas des revenus très conséquents. Voilà. Donc être médecin coordonnateur à mi-temps à votre âge, je ne pense pas que vous allez vous en satisfaire sur le plan des revenus. Je ne tire pas sur l'ambulance, hein, moi même pas en rêve. Hein. 14 missions comme ça, c'est compliqué. Mais c'est un poste important. C'est un poste important aussi parce que la dynamique de l'EHPAD, c'est eux qui la relaient, c'est eux qui vont gérer les familles pour désamorcer tous ces soucis-là dont on a parlé. Et ça, oui, ça existe. Et vous pouvez. Alors les missions et tout ça, c'est assez bien écrit, effectivement. C'est obligatoire par la loi, c'est pas appliqué par la loi. Depuis 20 ans. J'étais dans les commissions, il ne faut pas le dire, à l'ARS de ça il y a 20 ans, et ça n'a pas bougé. Oui. Bonjour. Est-ce que si on est témoin, moi je parle d'une situation que j'ai vue où beaucoup de gens parlent, il y a une rumeur comme quoi il y a une personne âgée qui est chez un proche, et il y a des maltraitances physiques et verbales, il y a une rumeur, la patiente ne s'en plaint pas parce que peut-être elle n'a pas les capacités ou elle a peur, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, sachant que le problème dans cette situation, c'est que le tuteur légal, c'était justement le membre de la famille suspecté d'être maltraitant. Et en fait, dans ce cas-là, on ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour venir en aide à cette patiente qui finalement ne se plaint pas, mais en même temps elle est dénutrie, donc il se passe quelque chose. Enfin, il y a des médicaments. Je vais vous faire une seule réponse, puis après je vais donner la parole au représentant de l'association justement qui peut dans ces choses-là, par son expérience, donner une réponse pondérée et dosée. Donc là, vous êtes dans une situation de possible maltraitance, donc on est dans un signalement qui serait très utile, avec le respect de la loi qui doit que vous ne devez jamais désigner personne. Vous devez juste dire « nous avons l'information d'une situation de maltraitance envers une personne vulnérable hein, », pour reprendre le terme.
Et là, c'est là où les associations peuvent être très utiles, enfin dans notre expérience, parce que sinon vous allez personnaliser les choses entre le médecin coordonnateur, le médecin traitant et le tuteur, et ça va être compliqué pour la suite. Et donc là-dedans, si on appelle 3977, j'ai bon ? Oui, c'est vraiment une bonne question. Je suis content de vous avoir payé pour la poser. D'abord, il faut comprendre pourquoi c'est comme vous dites. Dans les situations de maltraitance qui impliquent, notamment au milieu familial, dans un contexte familial qui implique une personne âgée, les personnes âgées, elles sont partagées. C'est-à-dire, elles ne sont pas claires sur ce qu'elles veulent. D'un côté, vous parlez de dénutrition, mais d'un côté, elles subissent, et ça peut être violent. Et d'un autre côté, elles sont très souvent réticentes à tirer la sonnette d'alarme, voire à en parler. Elles sont réticentes, soit, j'ai évoqué tout à l'heure, des relations particulières entre la personne mise en cause et la victime. Et là, on est pile poil dans une situation particulière. Là, en l'occurrence, il y a une relation de tutelle. La personne peut avoir peur des représailles. Si j'en parle, ça va être encore pire. Et donc, j'en parle pas. Et donc, ça, c'est une problématique qui est vraiment quotidienne dans les situations de maltraitance. Alors, la première chose, c'est il faut en parler, il faut écouter les gens. Et puis la deuxième chose, c'est il ne faut pas voir les choses dans l'instant de manière statique, il faut le voir dans une dynamique. Je pense que c'est un signal, et c'est un signal fort, que vous disiez à la victime « J'ai l'impression que vous n'allez pas bien, est-ce que vous voulez en parler ?» Je suis là pour vous écouter, je suis là pour en parler aujourd'hui ou un autre jour, mais qu'elle repère que vous êtes un interlocuteur, que vous êtes prêt à l'écouter, à comprendre ce qu'elle veut vous dire. Bon, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Donc ça, c'est très important. Une deuxième chose, c'est que dans les situations, dans une situation comme celle-là, les points de vue sont souvent différents, voire contradictoires. C'est important de bien saisir ce que perçoit la victime supposée elle-même, donc de l'interroger, de parler avec elle, de voir ce qu'elle ressent. C'est intéressant de voir comment l'entourage perçoit les choses, et c'est même important de savoir comment le mandataire, enfin la personne qui assure la tutelle ou la curatelle, voit la situation, comment elle perçoit les choses. Est-ce qu'elle voit qu'il y a un problème ? Donc, cette mise à plat de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, de comprendre qu'est-ce qui est convergent et qu'est-ce qui est contradictoire dans les points de vue, c'est un préalable pour aller plus loin. Après, ce que la loi vous dit, c'est que si vous observez des faits qui mettent la santé ou la sécurité des gens en danger, vous avez le devoir de faire un signalement. Le devoir. Et vous avez même des sanctions si vous ne le faites pas. Bon. Alors après, c'est ce que... Oui ? Là, en l'occurrence, le problème, c'est que la personne âgée était sous tutelle pour des troubles cognitifs sévères, donc on pouvait difficilement dialoguer avec elle. Et en fait, c'était le dernier membre de la famille, donc en fait, on n'avait pas d'autre entourage qui puisse... Voilà, on avait juste une perte de poids pour nous guider, et on n'avait pas de... On n'a rien objectivé d'autre, quoi. Je pense Philippe pourrait dire mieux que moi, mais même quand des personnes ont des troubles cognitifs, elles peuvent quand même s'exprimer. Pas forcément avec des mots, mais avec des attitudes, avec des gestes. Et je pense aussi que ça peut être important d'essayer de percevoir la façon dont la personne reçoit les choses. Bon, je suis peut-être à côté de la plaque dans le cas que vous citez, mais je pense qu'il n'y a pas que la parole pour s'exprimer. Moi, dans
cette position, il y avait une diapositive de Pierre où il avait mis les personnes avec qui on pouvait parler, le représentant des soins infirmiers, puis après vous aviez une case, la justice, gendarmerie, police nationale, proc. Moi, quand on est dans un jugement de tuteur avec un juge des tutelles qui a nommé, j'alerte le proc. J'ai pas d'état d'âme. Parce que la mission du tuteur, c'est de mener à bien, par nomination d'un juge des tutelles, une mission de protection de la personne vulnérable. Donc moi, là, je reste bulbaire. Donc s'il y a une suspicion, je signale que je soumets une possible situation de maltraitance envers une personne âgée vulnérable. Point. Après, la justice donnera les suites qu'elle souhaite donner à cette histoire. Bon, après, la majorité des situations dans lesquelles il y a un signalement à la justice sont classées sans suite. La majorité. Donc, c'est là où est-ce qu'on privilégie le fait de faire cesser les maltraitances? Est-ce qu'on privilégie le fait d'appliquer la loi? Ou d'ailleurs les deux, parce que, voilà. Il y avait une autre réaction? Non? Alors, malheureusement, on n'aura plus de temps pour les questions. Je suis désolée. Ne le soyez pas, c'était un plaisir. Merci à tous deux pour ces échanges. Donc nous arrivons au terme de cette boîte à outils. J'espère qu'elle vous a permis d'ouvrir vos esprits sur le sujet afin de toujours être plus alerte aux maltraitances qui concernent un bon nombre de nos patients et patientes, quel que soit notre mode d'exercice. Je vous souhaite une bonne suite de congrès. Vous pouvez maintenant vous rendre dans le hall partenaire pour vous désaltérer avant de vous diriger à 17h30 vers le hall 4 pour la table ronde « Qui ne dit mot ne consent pas aux soins » qui viendra compléter le sujet que nous venons d'aborder.